Nous poursuivons sur Radio LCF notre débat transition énergétique, transition numérique, autour du livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Et nous arrivons un peu au cœur de ce débat, c'est-à-dire la grande partie de ces terres rares aujourd'hui, elle s'extrait en Chine, même s'il y en a partout dans le monde. Donc la Chine aujourd'hui est le plus grand producteur de métaux rares. Alors, comment l'Occident, enfin, j'imagine que l'Occident est très content de cela, mais la Chine aussi a commencé à fermer un peu, disons, le marché des métaux rares, hein. L'Occident est content parce qu'il a délocalisé sa pollution en Chine. Et donc, nous nous sommes débarrassés de la pollution des technologies vertes que nous n'avons plus à supporter. C'est-à-dire que si nous relocalisions l'ensemble de ce processus extractif, nous ne respecterions probablement pas les objectifs de développement durable que nous nous sommes imposés. C'est la Chine qui les assume pour nous, et pendant ce temps-là, nous faisons la morale aux Chinois parce qu'ils salissent leur environnement. D'ailleurs, Donc les Chinois nous trouvent Pardon. extrêmement ingrats à cet égard, et je leur donne largement raison. Ils ont certes assumé ce leadership-là parce que ça convenait à leurs ambitions industrielles. Il n'empêche que aller expliquer aux Chinois qu'on sait comment négocier les accords climatiques, parce que regardez comme c'est propre chez nous, alors qu'en fait on s'est juste débarrassé de la pollution, c'est un peu fort de café, et les Chinois le savent bien. D'ailleurs, oui, dans une de vos pages, vous dites que la transition énergétique, c'est une transition pour les riches, pour les villes riches, puisqu'effectivement, dans les villes, on a tout ce qu'il faut pour respirer de l'air propre, et après, plus loin, ailleurs, l'air n'est pas la même. C'est à propos de la voiture électrique. Il y a Mm. un grand enjeu électoral aujourd'hui qui est que l'air des grandes métropoles, y compris Paris, Mm. et pour ne pas parler de Pékin, soit propre. Soit respirable. Et donc l'idée, c'est de remplacer toutes les voitures thermiques qui émettent du dioxyde de carbone par des voitures électriques qui ne polluent pas à l'instant où on les utilise. D'accord ? Simplement, la pollution qui n'est plus émise dans les centres-villes, en fait, elle est simplement D'accord, déplacée vers les zones minières, dans les campagnes notamment pauvres, où là, pour un coup, on souffre fort de ces impacts environnementaux. Donc finalement, la transition énergétique, vue sous l'angle de cette voiture électrique, c'est aussi à l'avantage des centres-villes huppés qui peuvent respirer un air ou qui pourront respirer un air plus propre, cependant que, comme je vous dis, sur l'amont du processus industriel, dans les mines, ce sont les plus pauvres, les plus miséreux qui en subiront les conséquences. Alors, la Chine, à un moment donné, se dit, forte, consciente de tout ça, elle décide à un moment donné de mettre un embargo, vers 2010, sur l'exportation de ces métaux rares, dont nous, occidentaux, on a si besoin pour fabriquer voilà, toutes ces choses. Longtemps, ça a été la mondialisation heureuse. C'est-à-dire que les Chinois produisaient la matière, nous la vendaient pas cher, et nous la rachetions à 3 fois rien pour pouvoir ensuite la mettre dans nos technologies. Et à un moment, à partir des années 2000, on a constaté que les Chinois vendaient de moins en moins de matières premières, et vendaient de moins en moins de terres rares. Et ça, c'est à partir des années 2000-2001. Et donc les quotas qui étaient édictés par le ministère du Commerce chinois étaient de plus en plus sévères chaque année. Et patatras, en 2010, embargo sur fond de tensions internationales entre la Chine et le Japon en mer de Chine méridionale. La Chine, en fait, décrète un embargo informel. Un embargo informel, c'est-à-dire que Pékin ne dit pas « j'ai cessé l'exportation de terres rares », mais de facto, il n'y a plus de terres rares à destination du Japon et des États-Unis. Et là, le monde prend conscience, en fait, de l'existence de ces matières premières dont que les Chinois, enfin que les Japonais ne vont plus avoir pendant 6 mois. Ça va durer 6 mois pour le Japon, et les États-Unis vont être également touchés. Donc ce que l'on constate, en fait, c'est que la Chine nous dit, mais vous savez, cette idée selon laquelle vous pourriez continuer de nous acheter les matières premières pour conserver la valeur ajoutée, ça, c'est un système néocolonialiste à l'africaine. Hein. Ben, ça, c'est terminé. Moi, maintenant, c'est mes règles du jeu. Et mes règles du jeu, c'est que quitte à m'être bien abîmé pour pouvoir produire ces matières premières, eh bien, je vais en conserver la valeur ajoutée. Donc, je ne vais plus vous vendre le minerai, mais le métal. Je ne vais plus vous vendre le métal, mais l'aimant. Je ne vais plus vous vendre l'aimant, mais le composant, mais la pièce détachée, mais
la voiture électrique. Et donc la Chine veut remonter la vague de la chaîne industrielle pour tirer un parti industriel des immenses efforts qu'elle a accomplis pour que nous, occidentaux, puissions ensuite dire que nous étions verts. Donc la stratégie chinoise est d'une logique implacable. On ne peut que leur donner raison. C'est une stratégie de long terme, intelligente, qui est pensée justement de façon visionnaire, cependant que nous, en Occident, n'avons plus la capacité à penser des politiques industrielles, à part peut-être dans un pays de l'OCDE comme le Japon. Et donc, et peut-être un petit peu l'Allemagne éventuellement. Et donc la Chine, en fait, met à exécution, joue sur ses intérêts, met en avant ses propres intérêts au détriment des nôtres. Et je ne peux pas lui donner tort. Ouais, ça semble plutôt logique. Camille, vous qui donc avez aussi étudié le sujet. Surtout entre 2009 et 2011. Oui. Alors, à l'époque, l'un des enjeux, c'était que les Chinois imposent les quotas sur les exportations de terres rares. Pour deux raisons d'ailleurs. D'abord, les Chinois ne voulaient plus que la production abondante de terres rares pollue son environnement. Elle en a pris conscience, premièrement. Deuxièmement, elle voulait aussi se garder les terres rares pour ses propres industries. C'est ce que Guillaume Pitron vient Exactement. de dire. Exactement. Alors, donc, à l'époque, il y avait plusieurs, je me souviens, il y avait plusieurs quotas sur les exportations de terres rares, et ça suscitait un tollé général en Union européenne, au Japon et aux États-Unis. Mais aujourd'hui, est-ce que la Chine est restée sur la même position qu'en 2010 ? Alors, 2010, embargo. En matière d'exportation, bien sûr. Embargo, donc en 2010, c'est vraiment le pic de la crise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'embargo. Et moi, je ne pense pas qu'il y aura à nouveau des embargos. Parce que, en fait, c'est contre-productif pour la Chine de pousser sur le devant de l'agenda politique international cette question des terres rares, alors qu'en fait, c'est à l'avantage de la Chine que tout le monde oublie un peu l'existence de ces terres rares. Donc je ne pense pas qu'il y aura à nouveau d'embargo. Vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de quotas ? Non, je parle d'embargo. Oui. Ah, d'embargo. Je parle d'embargo, c'est-à-dire une cessation totale de l'exportation de terres rares, comme ça a été le cas en 2010 pendant 6 mois à destination du Japon. Là, c'était avec le Japon uniquement. Par rapport à la question de la mer de Chine, je crois. Vous faites référence à une période qui a été marquée par cette politique d'embargo à destination du Japon et des États-Unis. Néanmoins, la politique des quotas, elle continue. Ouais, et il y a une logique et une constance de la part de la Chine que d'imposer des quotas sur ses exportations de terres rares. Ces quotas ont commencé au début du siècle et aujourd'hui, ces quotas continuent. Donc la Chine exporte de moins en moins de ses matières premières pour pouvoir davantage exporter le produit avec la matière à l'intérieur. Ok, donc ces quotas continuent, mais pourquoi on n'entend plus l'Union européenne s'exprimer sur le sujet ? L'Union européenne ne s'exprime plus parce elle s'exprime au moment de l'embargo. C'est-à-dire que l'embargo, ça a été une crise internationale diplomatique, mais une crise médiatique. Tous les médias, à l'époque, y compris les médias français, je me rappelle, se sont emparés de la question. Et du coup, ça a certainement permis de donner de la voix au niveau de la Commission européenne. Néanmoins, comme je vous dis, cette crise est retombée et finalement, tout le monde a oublié. Et nous sommes à nouveau dans le business as usual. Le problème n'a plus réapparu d'un point de vue médiatique, ce qui fait qu'on n'entend plus les politiques en parler. Néanmoins, la question et les tensions sur ce dossier-là restent latentes. Parce que la Chine est accusée par l'Europe de ne pas respecter les réglementations de l'OMC. Elle s'est d'ailleurs fait plusieurs fois condamner par l'OMC parce que justement, elle limitait ses exportations de terres rares. Et il y a d'autres plaintes qui sont portées aujourd'hui, notamment par les États-Unis, sur d'autres minerais rares que les terres rares, pour les mêmes raisons. Donc en fait, les tensions, elles sont toujours là, et les procédures judiciaires, les procédures contentieuses, au niveau de l'OMC, devant l'organisme de règlement des différends, sont toujours existantes. Donc voilà, le problème est latent encore.